Et notre invité est François Billot de Lochner, le président de la Fondation de services politique et aussi, bien évidemment, le fondateur du collectif France Audace. François Billot de Lochner, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent avec nous, mais vous êtes surtout aujourd'hui invité en qualité d'auteur de ce nouvel ouvrage intitulé « Échapper à la mort de la France », édité chez François-Xavier de Guibert. Encore un livre décliniste de plus, une évocation de la décrépitude française, sur la mort programmée de la France, sur le suicide français. Eh bien, c'est le postulat d'Éric Zemmour, à travers vous, qui se poursuit. Pas tout à fait, parce qu'Éric Zemmour lui parle du suicide, et le suicide, c'est vraiment la fin définitive. Et d'ailleurs, notre ami Éric Zemmour le dit carrément, il dit « la France est morte ». Alors que moi, je dis le contraire. Je dis qu'on peut échapper à la mort de la France. Donc, on est vraiment sur deux registres assez différents. Les constats sont les mêmes. Je crois que le futur est assez différent. Zemmour voit effectivement une France qui doit mourir. Moi, je pense que nous pouvons encore y échapper. En revanche, pour y échapper, il faut prendre ce que j'appelle les mesures de la dernière chance, c'est-à-dire c'est tout de suite, ça n'est pas dans 10 ans, parce que dans 10 ou 15 ans, si nous ne faisons rien, là c'est vraiment le suicide volontaire et organisé de la France. Alors vous analysez cette mort latente de la France avec plusieurs prismes, l'abaissement de la retraite, notamment les 35 heures aussi auxquelles nous avons abouti. Tout cela chiffre un coût énorme, évidemment. Vous parlez de la décadence administrative, financière. Finalement, est-ce que vous cherchez à déterminer la responsabilité des partis politiques? Est-ce que c'est une responsabilité plutôt de gauche, plutôt de droite? Est-ce que finalement, c'est la faute de tout le monde depuis 30 ans? Alors écoutez, deux choses par rapport à votre question. D'abord, mon livre aborde tous les sujets politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels. Donc ça n'est pas du tout un livre économique qui s'en tient simplement aux grands agrégats économiques. C'est un livre qui essaye de disséquer la société sous tous ses aspects. Ça, c'est le premier point. Sur les responsabilités, pour moi, il est évident que depuis un demi-siècle, la gauche et la droite, confondues, sont aussi responsables l'un que l'autre. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est la gauche qui a fait les 35 heures, c'est la gauche qui a fait ceci, c'est la gauche qui a fait cela, c'est la gauche qui a fait la loi Taubira avec le mariage pour tous, qui est un changement de civilisation. Alors c'est vrai, mais la droite, elle, a une responsabilité au moins aussi grande, et peut-être même plus grande, parce que quand elle était élue, elle avait le devoir de détricoter ce qu'avait fait la gauche. Or, ce qu'a fait la gauche a toujours été, grosso modo, gravé définitivement dans le marbre. Ce qui veut dire que les mesures les pires sont toujours derrière nous, avec nous et dans le futur. Donc, avec un système pareil, il est évident qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, gauche et droite, vraiment même combat vers la destruction programmée de notre pays. Est-ce que vous êtes un homme de lobby, un homme d'influence? Parce qu'en 2012, vous aviez créé un collectif Audace, qui avait rassemblé plus d'une centaine d'associations, jusqu'à 2 millions de personnes, pour essayer d'influer sur la vie politique et sur les candidats qui se présentaient à l'élection en 2012. Et là, on a le sentiment, à travers cet ouvrage, dont on va parler sur le fond, que vous avez cette volonté à nouveau de peser sur 2017 et sur tous les candidats annoncés ou qui s'annonceront. Oui, alors on compte peser de façon beaucoup plus brutale. Effectivement, oui, brutale. En 2010-2012, nous étions dans la position où il y avait deux partis, grosso modo, enfin deux pôles politiques qui s'affrontaient, et nous étions dans une situation qui semblait pouvoir être plus simple, plus facilement gérable. Bon. Donc on était dans une position, j'allais dire, plus sympathique, si j'essaie de résumer. Aujourd'hui, il s'agit d'échapper à la mort. Et on n'échappe pas à la mort avec des bisous dans le cou. Donc nous allons effectivement être brutaux. Alors, le premier acte de brutalité... C'est quoi la brutalité? C'est-à-dire... Physique, on tape dessus? Ah non, brutalité dans l'action politique. Ah non, il ne s'agit pas évidemment de sortir ses couteaux. Non, c'est pas du tout ça. Un premier acte d'une certaine brutalité, c'est que le livre dont vous parlez vient d'être envoyé à 40 000 exemplaires à tous les maires, députés, sénateurs, ministres, cabinets ministériels, Élysée, Matignon. Donc, c'est une intrusion brutale de nos idées dans toute la classe politique. À ma connaissance, ça s'était jamais fait comme ça. Enfin, une intrusion brutale, si je puis me permettre, si vous les envoyez, c'est pas pour ça qu'ils vont les lire. Ça n'est pas pour ça qu'ils vont les lire. Les hommes politiques ont quand même une caractéristique, c'est que quand ils sentent que ça chatouille, ils regardent quand même. Alors, ils ne liront peut-être pas eux-mêmes, mais ce sera peut-être leur directeur de cabinet, ou ce sera peut-être un adjoint à la mairie. Et finalement, le but, c'est de dire, voilà, il y a des mesures. Si vous n'avez pas lu mon bouquin,
vous ne l'avez pas lu, vous ne saurez jamais quelles étaient les mesures qui pouvaient redresser le pays. Mais vous ne pourrez jamais dire, on ne pouvait pas imaginer que c'était ça, puisque vous aviez les mesures sur votre bureau. Donc s'ils les lisent, ils verront qu'il y a des mesures qui permettent de redresser le pays, et s'ils ne les lisent pas, ils seront responsables d'une inaction. Donc dans les deux cas de figure, ils seront impliqués dans cette action. Bon, alors ça, quand je parle d'une action brutale, c'est une action volontaire, mais un peu forte tout de même. Et pour la suite, effectivement, nous n'irons pas voir. Donc on va transformer ce livre avant les élections en une espèce de manifeste de la dernière chance. Ce seront le programme des mesures de la dernière chance. Et là, quand nous irons voir les partis politiques, on ne leur demandera pas gentiment de se positionner. On leur dira, voilà, vous prenez nos mesures et nous serons en communication très positive à votre égard. Vous ne les prenez pas, nous allons vous rendre la vie la plus impossible possible. On empêchera votre élection s'il le faut. Et s'il le faut, nous susciterons une candidature de la société civile. Il n'est pas question que nous abordions 2017 comme on aborde les élections depuis 50 ans. C'est fini parce que nous sommes en guerre, on veut échapper à la mort. Moi, je souhaite que la France échappe à la mort et donc nous allons peser de tout notre poids avec ce fameux collectif et franchement, il faut que la classe politique comprenne que pour 2017, la société civile ne réagira pas comme par le passé, c'est-à-dire en gros, on fait confiance. Et pardonnez ma vulgarité, mais après ça, on est cocufié. Ça, c'est fini. Les cocus derrière nous. Alors, ça annonce quelques jours de colère, semble-t-il, pour 2017. Alors... Et alors, justement, pour échapper à la France, il y a 30 mesures donc, dans cet ouvrage. Moi, bien évidemment, on ne va pas pouvoir évoquer les 30 mesures. Si l'on devait, par exemple, revenir, vous venez d'évoquer la société civile, c'est quelque chose de relativement récurrent dans vos propositions. Vous proposez notamment le référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche ? Bien sûr. On voit bien que depuis un demi-siècle, la vie politique est complètement phagocytée par les partis politiques. Bon, le rythme électoral, les partis politiques qui sont dans un véritable fromage dont ils profitent très aisément, il faut le dire, tant mieux pour eux, hein, c'est une chance formidable pour eux. En fait, le système est fait pour perdurer dans une espèce d'inaction dramatique qui aboutit à la situation actuelle, parce que vraiment, on n'est effectivement pas très loin de la mort. La seule solution, c'est de contourner le système, mais en faisant en sorte que ce soit les citoyens qui puissent le contourner, parce que jamais la classe politique, à vue humaine, en tous les cas, n'acceptera de se faire harakiri. Elle est trop bien logée dans un fromage qui est trop appétissant. Le référendum d'initiative populaire permettra de faire prendre les vraies décisions nécessaires pour échapper à la mort. Si nous n'avons pas ce référendum, et c'est pour ça que c'est la mesure numéro 1, je pense que nous aurons du mal à échapper à la mort. C'est une des conditions fondamentales. C'est un peu une démocratie, directe à la Suisse, en somme. Exactement. Et là où ça fonctionne, dans les pays où ça fonctionne, ça marche très très bien. Donc imitons plutôt ce qui marche bien, et pour moi c'est fondamental. Par exemple, si on fait un référendum d'initiative populaire en Grèce, ils vous répondront qu'il faut abandonner la dette et qu'elle ne sera jamais payée. C'est aujourd'hui acquis en Grèce, donc c'est une bonne décision, elle sera populaire, elle sera prise par le peuple, donc vous vous soumettrez quand vous voudrez décider de renégocier la dette, par exemple. La renégociation de la dette, c'est une de nos mesures. Donc je vous remercie d'aborder ce sujet, parce que cette mesure, en fait, ce que je propose dans la mesure sur la renégociation de la dette, qui consiste en fait à maîtriser cet épouvantable déficit qui est devant nous, un mur dans lequel nous allons buter très rapidement. Quand j'ai réfléchi sur cette mesure depuis 6 mois, j'étais vraiment sur une logique de véritable renégociation, c'est-à-dire un débiteur défaillant. Qu'est-ce qu'il fait quand il ne peut plus payer? Il va voir ses banquiers, il dit voilà, je ne peux plus payer. Donc cette dette qui était à 10 ans, vous me la mettez sur 40 ans. Ce taux qui était à 3%, vous le portez à 0,5%, etc. Et donc c'est ce que je propose, une renégociation de la dette. Et il faut que les banques soient d'accord. Il faut que les banques soient d'accord, mais ce qui m'a amusé quand j'ai construit cette mesure, parce que vous imaginez que tout ça ne sort pas de mon esprit enfumé, enfiévré, c'est qu'il y a quand même des économistes autour de moi. Donc j'ai validé un certain nombre de choses. Et en fait, genre, non, c'est quand même très très compliqué, c'est impossible, etc. Et puis voilà l'exemple grec qui arrive. Et que se passe-t-il? Il y a 15 jours ou un mois, quand se profilaient les élections, l'Europe entière, la classe politique, les milieux financiers mondiaux disaient il sera interdit de toucher à la dette grecque. Aujourd'hui, les élections sont passées. Nous avons les plus hautes autorités françaises qui disent renégocier la dette grecque, ça ne pose pas tellement de problèmes. Je crois que c'est Obama qui a dit à peu près la même chose il y a 2 ou 3 jours. Et un banquier, Pigas,
patron de la Banque Lazare, va beaucoup plus loin que ça. Il dit il ne serait pas illogique que la moitié de la dette grecque soit annulée. Donc nous sommes exactement dans la logique de ma mesure. Alors moi je ne veux pas annuler la moitié de la dette française, évidemment, on ne va pas annuler 1000 milliards d'euros, mais il est logique quand même que les financiers du monde entier, qui ont permis à la dette française de monter à 2000 milliards d'euros, ce qui est une monstruosité financière, eh bien il faudra qu'ils payent à un moment ou à un autre. Éventuellement avec une renégociation sur des durées très longues et des taux d'intérêt proches de zéro, voire même un moratoire, par exemple, pendant 2 ans sur les intérêts. Pourquoi pas ? Alors, il y a une autre mesure que vous évoquez qui est intéressante, puisque en ce moment, on en entend parler dans l'actualité à cause des attentats récents, c'est celle du service civique. Vous proposez alors justement un retour au service civique ? Retour au service civique, alors avec 2 composantes. Alors pour moi, là aussi, c'est une évidence qu'il faut le faire. Je constate d'ailleurs qu'il y a un sondage récent qui dit que 80% des Français sont pour. Donc c'est amusant d'ailleurs, je fais un tout petit aparté, ces mesures, ces 30 mesures, quand on regarde ce qui se passe depuis un mois, le nombre de mesures qui sont reprises ou validées par des sondages, c'est assez impressionnant. Donc ça conforte beaucoup, je trouve, les mesures que je décris dans mon livre. Alors je reviens au service militaire, donc composante civile, composante vraiment militaire, et il faut absolument que cette jeunesse qui est complètement désociabilisée, qui par l'éducation nationale n'a plus la moindre notion de ce qu'est une nation, de ce qu'est une société, de ce qu'est un lien social, un pacte social, il faut la faire repasser dans un moule qui me semble une nécessité absolue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire extrêmement vite et qui peut, à mon avis, changer l'état d'esprit de la jeunesse presque instantanément. Donc toutes ces mesures, d'ailleurs, vous avez dû vous rendre compte que ce ne sont pas des mesures à 30 ans. Ce sont des mesures qu'on peut mettre en place 6 mois après l'élection. Ça demande uniquement un mot, la volonté. Vous trouvez que les hommes sont plus désociabilisés que les femmes parce que le service civique que vous voulez instaurer est obligatoire pour les jeunes gens, mais volontaire pour les jeunes femmes? Oui. Les hommes sont donc plus désociabilisés que les femmes? Globalement, oui. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui qu'hier, mais globalement, les garçons sont beaucoup plus désociabilisés que les jeunes femmes. Et donc, il y a aussi des impacts budgétaires, il y a des tas d'impacts et des tas de comment dire, de conséquences qui peuvent avoir finalement énormément d'impact. Dans beaucoup de milieux, les jeunes filles de 18 à 25 ans sont très très liées en fait à l'organisation de la famille, par exemple. Donc, il y a aussi le problème des études, donc elles mélangent souvent des études, des responsabilités familiales. Je pense que c'est mieux que ce soit volontaire. Ça ne vous a pas échappé que M. Coulibaly avait quelqu'un qui l'aidait, qui était une femme. Oui, absolument. Oui, je ne dis pas du tout que la désociabilisation ne touche que les garçons. Mais en proportion, c'est quand même là qu'il y a le plus de problèmes, globalement. Alors pour la dernière mesure que nous allons évoquer, c'est celle qui est relative à la liberté d'expression. Oh là. Vous évoquez notamment l'abrogation des lois mémorielles. Oui. Alors, moi, en fait, j'évoque les abrogations de plusieurs lois. La loi Pleven de 72, qui est une véritable abomination de la désolation. Quelle mouche a piqué ce bon Pleven de faire une loi comme ça? C'est lui qui a vraiment mis le ver dans le fruit et qui a bridé la liberté d'expression. Les lois mémorielles sont une absurdité parce qu'elles permettent toutes les dérives, on le voit bien, et c'est complètement absurde. Et puis la loi dramatique, alors ça c'est le sommet, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la loi Chirac-Raffarin de 2004, qui est une loi complètement liberticide. Je vous rappelle quand même que le Nouvel Observateur en 2004, 8 jours avant le vote de la loi, par la bouche de l'excellent Geoffrin, grand ami des socialistes, avait dit « Au moment où la loi allait être votée, la France va se doter d'un outil unique au monde, mis à part dans les pays de dictature. » C'est pas moi qui le dis, c'est cet excellent Geoffrin. Laurent Geoffrin, idole de la gauche française, phare de la pensée mondiale. Si lui le dit, je pense qu'on a le droit de le répéter quand même. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de faire le jeu d'un parti? Est-ce qu'en fait, pour qui roulez-vous? Vous avez été dirigeant de l'UMP, il y a des lois dont on se dit elle pourrait être Front National, même si on n'en a pas l'assurance. Pour qui roulez-vous? C'est simple comme question. Écoutez, finalement. moi je ne roule que pour la France. Il n'y a que la France qui m'intéresse. Les partis ne m'intéressent absolument plus. Mais enfin, la politique, c'est les partis. Oui, ce seront des outils, effectivement. Et c'est pour ça qu'en 2015, 2016, 2017, on ira voir les partis. Mais comme on va avoir des outils,
Voilà, en disant, ben voilà, vous êtes la boîte à outils, on a besoin de vous, mais il n'y aura pas plus, je vais peut-être vous choquer beaucoup, mais il n'y aura pas plus de respect que ça. Parce que je trouve que la classe politique méprise à un point tel la France et les Français que je n'ai pas du tout envie de les mépriser, j'ai envie de les considérer comme des boîtes à outils. Ça veut dire que lorsque j'irai voir les futurs candidats aux élections avec mes mesures, je ne leur ferai pas des grandes courbettes. J'irai voir des hommes et des femmes qui sont nos alter ego, qu'on va secouer assez durement, à qui on va rendre la vie impossible s'il le faut, parce que moi je ne veux pas que la France meure par leur inaction, par leur couardise, par leur lâcheté. C'est impossible, on ne le supporte plus. 85% des Français ne le supportent plus, c'est le dernier sondage. Donc, qu'est-ce que vous préférez aller voir? Vous préférez aller voir Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan? Ah ben, moi, je vais aller voir les gens qui affichent des programmes, grosso modo. Donc, j'irai voir tout le monde, sans aucune exclusive. J'aurais du mal à aller voir la gauche. Pour être très honnête, la gauche du Parti Socialiste ne m'avait pas reçu en 2012. On s'était contacté par téléphone ou par mail. En revanche, j'ai été reçu du Parti Socialiste au Front National. Bon, on fera exactement la même démarche. Je sais qu'il y a des partis qui nous recevront beaucoup mieux que d'autres. Ça, c'est tout à fait évident. Pour être très, très précis, si vous voulez, parce que c'est tout à fait, je l'avais dit à l'époque, mais j'avais été, en 2012, très bien reçu par le Front National, assez bien reçu par l'UMP. Certains partis du centre avaient été extrêmement à l'écoute et on a vu des vraies discussions. Je pense par exemple au parti de notre ami Morin. Les radicaux, là, il n'y avait pas grand-chose à en tirer, et les socialistes, ça a été une véritable déroute, puisque grosso modo, je leur proposais 12 mesures et que le Parti socialiste les a toutes refusées. Donc voilà, donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on sera très coercitif, j'espère qu'on sera bien reçu, on sera quand même poli, mais juste ce qu'il faut. Et comment vous assurer alors de la sincérité de ces partis qui peut-être reprendront quelques-unes de vos mesures dans leur programme? Comment s'assurer qu'après, tout simplement, ils les appliqueront? Alors oui, ça je vous remercie, ça c'est une question fondamentale. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens plus coercitifs que celui que je vais vous indiquer. Si vous en avez d'autres, je suis preneur d'idées. Nous ferons signer chaque mesure par les candidats. Oui ou non, avec signature. C'est donc la signature du candidat. Après ça, évidemment, on voit bien que dans la classe politique actuelle, renier sa signature ne pose aucun problème. Mais on ne peut pas faire plus. Je ne peux pas sortir ma Kalachnikov et je ne peux pas ouvrir les prisons et mettre en prison des candidats qui n'auraient pas respecté leur contrat. En revanche, ce sera signé et ce ne sera pas un programme avec, si vous voulez, quelque chose de... Non, ce sera chaque mesure, une par une, signée oui ou non. C'est tout. Et quand un candidat refusera de se positionner en disant « je ne veux pas discuter de cette mesure », nous on considérera que c'est non. Donc on lui dira « si vous dites « je ne signe pas telle mesure », pour nous c'est non. Et on communiquera comme ça. Et on aura une communication très offensive. On ne dira pas aux électeurs voilà, peut-être qu'il faudrait... Non, ce sera « nous vous déconseillons fortement de voter pour un tel, parce que lui va aboutir à ce que la France meure, et nous vous conseillons vivement de voter pour un tel ». Alors, nous vous conseillons de voter pour un tel, mais l'exigence, c'est de penser... Alors, c'est vrai qu'en 2012, vous aviez 12 mesures. En 2014, pour les municipales, vous aviez 18 mesures. En 2017, vous avez 30 mesures. Ça suit l'inflation. Mais vous dites, d'un autre côté, que la société civile, elle va se réveiller. Et vous allez même assez loin, puisque le candidat que vous allez désigner et que vous soutiendrez pour 2017, écoutez bien, je vous le cite, « Il faudra sans doute des hommes et des femmes de la trempe des héros et des saints, tant la tâche sera difficile. » Oui. Des héros et des saints dans la classe politique? Non, pas forcément dans la classe politique, ça peut être dans la société civile. C'est pour ça que je crois qu'on peut voir émerger aujourd'hui dans la classe politique des héros et des saints. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Ils sont peu nombreux, ils sont bien cachés, mais ils peuvent émerger brutalement et grâce notamment aux moyens nouveaux de communication, aux nouveaux moyens de communication. En revanche, si on n'en trouve pas dans la classe politique, on ira en chercher ailleurs. Et là, je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y a des gens, et vous les connaissez probablement, qui se mettent en route actuellement. Qui ça? Pardon? Qui ça? Il y a un militaire de haut rang qui commence à sillonner la France, le général Tauzin par exemple, qui vient de sortir un livre « Rebâtir la France ». Il y a des gens jeunes autour de la Manif pour tous qui sont assez décidés à en découdre, etc., etc., etc. Donc moi je n'ai... Franchement, là, je suis assez rempli d'espérance sur ce sujet-là. Je pense que nous vivons une ère nouvelle et on ne peut pas reproduire les ères anciennes.
Je crois que l'ère nouvelle qui s'ouvre va être passionnante. Il peut émerger des gens qui nous surprendront, me semble-t-il. Eh bien, François Billot de Leclerc, c'est sur ce message d'espoir que nous allons conclure cet entretien pour échapper à la mort de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alors, d'être juste une précision, deux conférences. Oui, des conférences, deux effectivement. conférences, parce que vous ne l'avez pas dit, vous avez la gentillesse de ne pas faire votre publicité, on va la faire pour vous. On va la faire pour vous. Voilà, c'est le 4 février à l'espace Bernanos, ça tombe bien, à Paris, à 19h, première conférence, et sinon le 12 février à 20h30, c'est à l'université Interage 6 impasse des Gendarmes, c'est derrière la mairie à Versailles, derrière l'hôtel de ville à Versailles, exactement. Le 12 février. Voilà, j'ai bien appris. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, monsieur.